Bonjour. Merci d'être ici en ce vendredi matin. L'interpellation qu'on fait ce matin porte sur la déshumanisation et la dégradation des soins dans le système de santé et de services sociaux au Québec. Et ma collègue ici a plusieurs exemples, notamment en matière de services sociaux, de la difficulté d'accès et des soins qui sont de moins en moins personnels, de moins en moins humains, des gens qui se sentent de moins en moins accompagnés dans leurs besoins. Et ce n'est pas, je le tiens à dire parce que le ministre nous le reproche souvent, ce n'est pas une critique envers le personnel. En fait, ce qu'on rapporte souvent, ce sont des situations qui nous sont amenées par le personnel pour qu'on les dénonce. Mais je tiens à dire que l'exemple, il part d'en haut dans ces choses-là. Et hier, j'ai trouvé la réponse de Christian Dubé à la situation que vivent des patients atteints de cancer, particulièrement déshumanisante pour ces patients-là. On pose des questions à Christian Dubé sur est-ce que les patients atteints de cancer vont avoir les suivis nécessaires? Pourquoi ils n'ont pas les suivis nécessaires dans le contexte des coupures? Et le ministre prend l'occasion pour parler du syndicat, de politique, de tactique de communication. C'est l'exemple même de la déshumanisation d'un réseau. Alors, je lui demande de prendre le leadership sur ces questions-là, de répondre honnêtement, franchement et avec toute l'humanité nécessaire. D'autre part, ce matin, on va tenter d'avoir un portrait clair de ce que le gouvernement de la CAQ demande au réseau de la santé. Pour nous, en ce moment, il n'y a rien de moins clair. Santé Québec nous dit qu'il y a des coupures de 1,5 milliard à faire dans le réseau. Le ministre, un jour, semble dire « sais-tu quoi, peut-être qu'on ne se rendra pas à 1,5 milliard, on va jeter un peu de lest. » Quelques jours plus tard, ça semble être le contraire. On s'en tient à « il faut revenir à l'équilibre budgétaire ». Les PDG des CIS et des CIUS sortent sur la place publique pour dire qu'ils n'ont aucune idée comment faire. Ils demandent à Santé Québec, au ministre de l'Aide, une orientation. Et cette aide-là, cette orientation-là, elle ne vient pas, elle n'existe pas. Alors, je crois que le ministre a un devoir ce matin d'être clair, tant avec les patients, avec les contribuables, mais également envers le personnel et les gestionnaires à qui il demande de faire ces tâches-là. Je me tourne vers ma collègue pour la suite. Merci. Donc, tel que mentionné, surtout dans le cas des services sociaux, on voit vraiment, excusez-moi, l'abandon de la part du gouvernement envers les clientèles les plus vulnérables, les personnes vivant avec des handicaps. Des programmes comme Soutien aux familles qui offrent du répit à des familles avec un enfant avec des besoins particuliers qui a été coupé. Ce n'est plus attribué par enfant, mais maintenant par domicile. Et nous avons appris d'une famille de 9 enfants à la Naudière, dont 5 ont un TSA, qui ont vu leur chèque réduit de 5 à 1 chèque. C'est vraiment aberrant. En parlant de la déshumanisation, c'est des parents qui sont sur le bord de l'épuisement et que ces fonds-là faisaient en sorte que ça leur donnait un petit peu de répit pour se recharger, justement, pour bien s'occuper de leurs enfants. Le chèque emploi-service qui a été coupé, quand j'ai questionné la ministre responsable des aînés en décembre à ce sujet-là, elle a dit que ce n'était pas sa décision. Elle a fait une sortie publique pour demander à Santé Québec de revenir et rétablir les heures qui ont été coupées. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils l'ont carrément ignoré. Donc, on se pose la question avec Santé Québec et pas Santé Services sociaux. Québec qui est arrivé, c'est qui le patron? Parce que clairement, les décisions qui sont en train d'être prises ne sont pas par les ministres qui sont responsables de ces programmes-là, mais par Santé Québec qui ne comprend pas la réalité des personnes vulnérables. Donc, nous, ce qu'on veut demander au gouvernement, c'est de mettre leur culotte. Quand il y a un programme qui pense qu'il devrait rester, que les personnes devraient recevoir les services, bien, c'est eux qui sont responsables à la fin de la journée. Donc, au nom des services sociaux et toute personne qui font recours à ces services-là, nous, on va les défendre parce que de plus en plus, on voit de semaine en semaine, des différents programmes qui sont en train d'être coupés et l'impact de ces coupures va être beaucoup plus large que l'impact financier. M. Fortin, rapidement sur le projet de loi sur les médecins. Oui. Hier, quand même, les 4 fédérations étaient vivement opposées. On fait valoir quand même beaucoup d'arguments. Est-ce que votre position a évolué, vous, de votre côté? Est-ce que Québec a la bonne cible en ce moment? Je vous dirais que cet enjeu-là, il est beaucoup moins simple que le ministre de la Santé le prétend.
et on va entendre le reste des consultations la semaine prochaine avant de se faire une tête sur cet enjeu-là. Mais moi, le témoignage qui nous est apparu le plus frappant, c'était pas ceux des médecins, c'était ceux de la Coalition Santé, qui est un groupe qui est contre la privatisation, qui veut que le réseau dans son entièreté soit public et qui est venu nous dire « Faites attention à ce projet de loi-là, il risque d'avoir des effets pervers, des effets négatifs sur le réseau de la santé et sur l'attractivité du réseau public. » Alors, je pense qu'il faut tenir compte de ces commentaires-là. Il faut se questionner sur est-ce qu'on utilise les bons outils pour arriver à l'objectif de renforcer le système public. Vous ne savez pas si vous êtes prêt à appuyer le projet de loi dans sa forme actuelle? Bien, à ce moment-ci, en entendant les différents groupes, notamment la Coalition Santé, on se pose de sérieuses questions à savoir est-ce que le projet de loi va avoir un effet positif sur l'attractivité du réseau public de la santé qu'on doit renforcer. Moi, je viens d'une région où il y a 50% des chirurgies qui se font au privé, où il y a un manque clair de disponibilité de temps d'opération dans le réseau public. Alors, s'il y a une région où il faut absolument renforcer le réseau public, c'est le mien, c'est ma région, mais je ne suis pas convaincu à ce jour que le projet de loi fait exactement ça, qu'il aide à renforcer le système public. Quel effet pourrait avoir le rejet de la candidature de Denis Coderre sur la course à la chefferie, vous pensez? Quel effet sur la course? Honnêtement, ce serait des spéculations de ma part. Je pense que les membres vont pouvoir vous le dire, mais d'une façon ou d'une autre, il y a d'excellents candidats dans la course en ce moment-là. Moi, j'ai appuyé un candidat, Charles Milliard, mais je suis capable de reconnaître les aptitudes de Pablo Rodriguez et de Marc Bélanger. Alors, que Denis Coderre fasse partie de la course ou non, on a quand même d'excellents candidats dans cette course. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ben, honnêtement, je n'ai pas d'opinion particulière là, à savoir, en réponse à votre question précise. Le parti a émis un communiqué. M. Coderre a quelques jours s'il veut faire appel de la décision. Alors, on va voir pour la suite des choses. Est-ce que vous avez peur que ça devienne une espèce de, pardonnez-moi l'anglicisme, de sideshow qui détournerait l'attention de la course à la chefferie? Je pense qu'avec les candidats qu'on a et avec les idées qu'ils vont mettre sur la table au cours des prochains mois, on va avoir une très bonne course. Puis ça va être, d'après moi, le renouveau du Parti libéral, l'opportunité qui se présente au Parti libéral, les différentes idées, les valeurs que les candidats vont mettre de l'avant. Moi, je suis convaincu que c'est là-dessus que les membres vont se concentrer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. À qui va profiter, par exemple, si ça se confirme dans le temps, là, mais que M. Coderre ne soit pas là parce qu'il se présentait un peu comme candidat des régions, voulait se présenter dans Québec. Il rejoint peut-être un peu ce que M. Milliard dit aussi, de par son passé à la Fédération des chambres de commerce. Pensez-vous que c'est M. Milliard qui irait chercher peut-être les appuis de M. Coderre? Je vais vous le dire bien honnêtement. J'ai appris la nouvelle par vous ce matin, il y a environ 2 heures, et je n'ai pas fait une analyse exhaustive des possibilités de chaque candidat par rapport à cette nouvelle-là. Alors, je vais laisser ça à vos analystes qui sont bien placés pour faire tout ce travail-là. Dernière question là-dessus en ce qui me concerne, mais quel crédit vous donnez à Denis Coderre pour avoir attiré l'attention sur la course à la chefferie? Oui, moi je l'ai déjà dit et je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres gens dans le parti là, qui vous diraient la même chose, mais Denis Coderre a choisi de se présenter à un moment où il y avait peut-être moins d'intérêt dans la course et c'est quelqu'un qui a une grande notoriété, alors très certainement, il a à ce moment-là fait parler de la course à la chefferie du Parti libéral. Qu'est-ce que ça disait, le fait qu'il n'y ait pas d'appui dans le caucus? Vous savez, le caucus, c'est 19 membres sur des milliers de membres, alors c'est presque symbolique, les appuis du caucus. Je trouve que c'est important pour un candidat de les avoir, mais d'avoir les appuis de milliers de membres, c'est pas mal plus important. Puis, Mme Prass, est-ce que vous avez poursuivi votre réflexion à savoir si vous allez appuyer un candidat? Oui, je continue de poursuivre ma réflexion. Comme mon collègue l'a dit, il y a plusieurs... dès que les candidats ont des passés intéressants, ils amènent tous une expérience intéressante. Moi, je continue à sonder mes concitoyens et mes communautés et je prendrai une décision quand j'aurai fait le tour, disons. Parfait. Merci. Merci.